Bonjour Laetitia. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci de m'accueillir. Exercice un peu particulier aujourd'hui parce qu'on se connaît maintenant quand même plutôt bien et c'est rare. Dernièrement, j'ai reçu que des personnes que je connaissais pas du tout sur InPower. Donc voilà, je me réjouis d'échanger avec toi parce que évidemment, je connais quand même pas de ouf ton parcours. Donc déjà, c'est la première question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Très bien. Alors, bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 26 ans. Et il y a, je pense, un seul fait à savoir à propos de moi, c'est que je suis passionnée de skincare. Et depuis très longtemps, je me rappelle que quand j'avais, je pense, 8 ou 9 ans, j'allais en douce dans la salle de bain de ma mère, parce qu'en fait, je la regardais tout le temps faire un peu son rituel, se maquiller, mettre ses crèmes, etc. Et j'étais fascinée. Et donc, j'allais en douce dans la salle de bain le soir ou dans l'après-midi, lui choper ses... Météorite de Guerlain. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'était un produit un peu culte qui en fait faisait rêver quoi, parce qu'en fait ce sont des toutes petites perles de nacre qu'on vient tourner avec un petit pinceau. Enfin, c'était un truc qui est vraiment resté gravé. Et en fait c'est resté. Et je me suis dit, enfin. Ça remonte à super longtemps, mais j'ai toujours eu cette passion pour ça. Et après, j'ai eu un parcours, on va dire, assez classique. J'ai enchaîné prépa, école de commerce. Mais j'ai toujours eu l'envie de travailler dans le secteur des cosmétiques. Ouais. Vraiment, je me suis dit... en fait, c'est ça qui m'a donné envie de faire une école de commerce, parce que je me suis dit, bon... ça me permettra de bosser, d'ouvrir des portes, etc. Et en fait, je l'ai plus fait pour ça plutôt que juste faire une école de commerce. Et donc après, j'ai enchaîné quelques stages dans des grands groupes. J'ai été chez La Roche-Posay, chez Dior. Et puis est arrivée l'aventure Seasonly, donc un vrai coup de foudre pour la marque et pour le projet. Et voilà comment un peu tout a commencé pour moi. C'est marrant parce que je me dis, enfin déjà c'est cool, je trouve que ce soit le secteur qui te passionne, qui est drivé tes études. Ouais. Parce que souvent on a un peu le raisonnement inverse, on se dit un peu je vais essayer de faire cette école parce que comme ça j'ai pas à choisir, ou parce que souvent on s'admet pas qu'en fait on a envie de travailler dans un secteur et que du coup il faut suivre tel chemin pour le faire. Enfin, notamment tu vois, je me dis les cosmétiques, il y a quand même aujourd'hui encore pas mal de clichés autour. Enfin, tu vois, c'est un peu comme la food où on se dit non mais je veux pas faire ça mon métier. Genre ça peut être une passion à côté, mais je vais pas forcément m'y consacrer. Mais toi, t'as été claire dès le début, quoi. C'est ce qui te passionne, donc c'est ce qui vaut le coup de te donner, quoi. Carrément, c'est ce qui me passionnait, et c'est en fait ça a été d'ailleurs mon projet d'oral. Et je suis jamais vraiment sortie de ce cadre. Et même parfois, quand ça a été un peu dur et que voilà, parfois il y a des portes qui se ferment. Et j'ai pas voulu faire de concessions là-dessus. Je me suis dit non, en fait j'aime tellement le produit et j'aime tellement ce secteur, et je pense qu'il y a tellement de choses à faire en fait dans ce secteur, parce que c'est quand même un secteur qui parfois c'est toujours un peu les mêmes codes, c'est toujours on voit les mêmes choses, les mannequins qui sont retouchés, c'est quand même des codes qui ont été pérennisés sur des années et des années, et il y a vraiment un truc à bousculer, à chambouler. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et voilà, c'est vrai que j'ai pas voulu faire de concessions sur le secteur. Alors parfois, c'est vrai que j'ai déjà eu des remarques pendant mon parcours. T'as envie de bosser dans la beauté, dans les cosmétiques, parce que tu vois le truc un peu, t'es une fille, donc t'aimes bien les cosmétiques, t'aimes bien la beauté, etc. Donc il y a eu souvent un peu une partie de cliché là-dessus, mais pour moi, ça a toujours été un moment hyper... qui fait partie de mon quotidien. Pour moi, la beauté, ça va au-delà de quelque chose de superficiel. Pour moi, la beauté, c'est un moment à soi. C'est un moment qu'on s'offre à soi-même. C'est vraiment du care. Donc, il y a ce côté-là où vraiment, c'est ma ligne directrice. Quoi. Ouais. Non, mais je trouve ça cool. Il faut écouter... tu vois, au-delà des préjugés que les gens peuvent avoir, il faut s'écouter soi. Quoi. S'il y a un domaine qui nous fait vibrer, peu importe ce que les gens en pensent, nous, ça nous fait vibrer. On voit quand on parle, quoi. Donc je trouve ça hyper cool. Moi, je me demande pourquoi est-ce que t'as pas, par exemple, eu l'idée ou l'envie d'être plutôt dans le côté production de crème. Et tu t'es dit, je veux plutôt aller dans le côté commercialisation, tu vois, qui est tout aussi honorable, mais je me dis, peut-être que, bon, après, moi, je suis vraiment pas scientifique dans l'âme, mais peut-être que j'aurais eu ce côté, j'ai envie de les faire, quoi, les crèmes.
Ouais, de vouloir être un peu derrière la machine. En fait, j'avoue qu'en fait, avant ça, j'ai eu un parcours assez littéraire et j'ai toujours eu un peu enfin pas le goût, mais j'ai toujours aimé beaucoup analyser les choses, apprendre, observer. Et en fait, j'aime beaucoup ce côté pédagogique. Et je suis persuadée qu'à travers la marque et aujourd'hui à travers Seasonly, il y a aussi, on voit là que les consommateurs sont de plus en plus en train de se cultiver à propos du skincare, à propos des cosmétiques. Ils en savent de plus en plus sur les ingrédients. Et je pense que nous, on se doit d'être transparent dans ce sens-là, parce que on peut pas, on peut plus se dire que les consommateurs ne sont pas au courant et ne savent rien sur ce qu'ils mettent sur leur peau. Et ça, je pense que c'est hyper important. C'est déjà de un, la transparence. Et en fait, pour moi, il y a le côté transmission, côté pédagogue, que, à mon avis, il y aurait pas forcément peut-être de l'autre côté du miroir, entre guillemets. Mais quelque part, j'adore moi parler de skincare, donc c'est sûr que quand tu me lances sur le sujet, en général, je peux en parler très longtemps. Et je pense qu'il y a aussi cet enjeu pour les marques de se dire, mon consommateur, il est tout aussi intelligent que moi, et j'ai juste envie de lui apprendre plein de choses, plein de choses sur sa peau, de lui apprendre plein de choses sur les ingrédients, ce qu'il met sur sa peau. C'est aussi pour ça aujourd'hui que dans nos Skin Studios, on a des facialistes qui sont des expertes de la peau, et elles peuvent aussi en apprendre encore plus sur la peau, qu'est-ce qui se passe sur ta peau, parce que finalement la peau c'est un organe vivant et on l'oublie très souvent, mais elle va réagir à tout ce qui se passe dans son environnement, et donc c'est le premier reflet de ce qui se passe à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Et après, j'ai envie de te dire que quelque part, comme il y a quand même comme je suis aussi un peu sur la partie dev produit, donc tout ce qui est vraiment le développement depuis le brief jusqu'à la formulation, les premières soumissions, etc., et qu'on travaille vraiment main dans la main avec nos labos, quelque part, il y a aussi finalement ce côté-là où je peux être de l'autre côté, de l'autre côté de cette ligne. Et où il y a aussi un échange de savoir, un échange de données. Et ça, je trouve que c'est hyper enrichissant. Ouais, c'est vrai, tu l'as quand même. Mais c'est marrant parce que je trouve que tu es quand même hyper au clair déjà sur ce que t'aimes, sur ta valeur ajoutée. Est-ce que ça a toujours été aussi évident pour toi? Parce que je pense qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui nous écoutent qui ont à peu près notre âge et qui ont beaucoup plus de mal, tu vois, à savoir où se situe leur valeur ajoutée. Où, tu vois, ils auraient peut-être pu se dire, moi je suis passionnée de skincare, je vais dans le côté ingénieur, alors qu'en fait, peut-être comme toi, ils étaient plus dans l'analyse ou dans la communication, l'explication. Est-ce que toi, tu as su assez rapidement quels étaient tes domaines de prédilection, ou ça s'est fait avec les expériences que tu as eues? Je pense que ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Et bon, ça s'est construit autour de cette passion quand même de base. Mais c'est vrai qu'avant, je ne l'identifiais pas forcément comme une passion. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent autour de nous qu'il y a des gens qui ont un peu un espèce de chemin tout tracé depuis qu'ils sont tout jeunes, qu'il y a des passion, je sais pas, je pense autour de moi, il y a des gens par exemple qui ont un don pour le dessin. Bon, quelque part, en fait, les gens se disent il n'a pas vraiment choisi, ou il ou elle n'a pas vraiment choisi, et juste comme il y a un talent de base, on fonce vers ça. Mais je pense que parfois, il y a des choses qu'on adore, et des choses qui nous passionnent et qui nous animent, mais qu'on n'identifie pas, qu'on se laisse pas identifier comme quelque chose qui pourrait devenir un rêve potentiel, quelque chose vers lequel on pourrait vraiment entreprendre, se dire ça je vais le créer, ça je vais le développer parce que c'est quelque chose qui m'anime. Et je pense qu'après c'est une question de se dire que de faire le choix un peu à un moment où on se dit mais ça j'adore en parler. Je pense qu'à partir du moment où t'adores parler de quelque chose, t'adores un peu creuser, aller chercher plein de petits trucs, faire la fourmi et en même temps observer, écouter. Enfin, je pense que quand on tient quelque chose comme ça, il faut creuser et il faut persévérer. Et se laisser le truc, ou se dire j'ai le droit de faire ça, enfin, je sais pas ce que ça va me réserver. Et franchement, pour le coup, c'est un exemple, mais moi il y a un moment où par exemple toutes les portes se sont fermées à moi,
Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? C'était à la fin de ma L3. Et je me suis dit, je sais pas, je vais prendre ce moment pour faire autre chose. Et j'ai fait un premier stage en marketing. J'étais pas conventionnée. J'ai trouvé in extremis un organisme qui pouvait me conventionner, etc. Et j'ai foncé là-dedans. Et en fait, finalement, c'est un élément fondateur de pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et ça, je pense que voilà, dès qu'on sent qu'il y a une petite étincelle et qu'il y a quelque chose, faut aller creuser. Tu peux nous parler de ce moment où toutes les portes se sont fermées, parce que je pense que t'es pas la seule dans ce cas-là, et c'est une super belle leçon de comment rebondir après. Bah écoute, en fait, donc à la fin de ma L3, je me suis retrouvée, en fait j'avais préparé plein de concours, j'avais préparé d'ailleurs Sciences Po sur le master journalisme, le SJ, le CELSA, etc. Et j'avais bossé pendant 1 an, j'avais même fait une prépa à côté pour encore plus me préparer. Et donc j'ai eu les écrits et aux oraux, tout s'est effondré, quoi. Vraiment... j'ai reçu que des refus, même à la fac. J'avais pas de master, j'avais rien. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, ok, alors forcément, t'as un moment où t'as l'impression que tout s'effondre un peu, et puis surtout, c'est hyper dur quand t'es jeune. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Parce que là, y a tout qui se ferme. Je fais quoi et qu'est-ce que je deviens ? Et puis en fait, j'avais décidé quand même de faire un stage à la fin de ma L3. J'étais dans une maison d'édition. J'avais fait un stage de 2 mois. Mais je commençais déjà à m'intéresser notamment au digital, à la digitalisation des métiers de l'édition. Et je m'intéressais déjà quand même un peu au marketing. Et je mesure, parce que parfois le marketing, les gens sont un peu réfractaires, avec une vision hyper péjorative, que le marketing c'est un peu bullshit. Pour moi, le marketing c'est plus de la pédagogie et de la transmission, quoi. Ouais. Et donc j'étais dans cette maison d'édition et ma maître de stage me dit, écoute, à la rentrée il y a une opportunité en tant qu'assistante chef de produit, est-ce que ça t'intéresserait ? Et puis en fait, ni une ni deux, je me suis dit, mais bien sûr, enfin, je vais foncer, je vais tenter le tout pour le tout. Et puis j'ai passé les entretiens et j'ai eu ce stage. Et comme je te disais, je me suis débrouillée, vraiment, j'ai tout remué, j'ai cherché un organisme pour me conventionner. Et j'ai commencé ce stage. Et là, ça a été un peu une révélation parce que j'ai adoré ce que je faisais. Et je me suis dit, en fait, c'est ça du coup qui m'a donné envie de faire une école pour me dire, ok, là, je sais dans à peu près quel métier je veux faire et je sais en plus dans quel secteur je veux le faire parce que j'avais toujours cette passion du skincare qui était dans ma tête et j'étais déjà à fond. Enfin, vraiment, il y a, je pense, une énorme partie de mon budget, c'est d'acheter des soins. Dès que je faisais un petit taf à côté, j'en profitais pour acheter des soins. Les anniversaires, les Noëls, les gens n'en peuvent plus parce qu'en fait, je leur demande que ça et les gens n'en peuvent plus. Parfois, même mon copain refuse. Et moi, je suis là, mais faites-moi plaisir, vous m'achetez des crèmes. Et voilà, et en fait, ça s'est fait comme ça. Et ça a été tout un enchaînement de... En fait, c'est comme si tout s'était aligné parfaitement à ce moment-là. Et depuis ce moment-là, je reste vraiment persuadée que parfois, les portes se ferment pour vraiment les très, très bonnes raisons. Je me vois aujourd'hui où je suis. Et je me dis que j'aurais pas voulu être là où j'allais peut-être aller. Et vraiment, en fait, parfois, quand on a cette impression que tout est en train de s'assombrir, que tout est contre nous, en fait, c'est juste un signe pour nous dire qu'en fait, c'est peut-être pas pour nous et que en fait, notre voie, elle est vraiment ailleurs. Et ça a été vraiment un enchaînement et au fur et à mesure, et je le répète souvent autour de moi, quand je vois des gens qui sont un peu bloqués dans l'échec et qui ressassent un peu, j'aurais dû faire différemment, j'aurais dû mieux me préparer, etc. Parfois, j'ai juste envie de leur dire, mais en fait, c'est que c'était pas pour toi et que à un moment, voilà, c'est comme chaque tempête, il y a la tempête et puis à un moment tout va mieux, quoi. Ouais. Mais après, effectivement, c'est pas une situation facile, mais il faut prendre ça. Je pense qu'il faut vraiment voir l'échec comme une opportunité. Et faut le prendre à bras le corps et faut pas se dire là je laisse tout tomber ou je baisse les bras. Faut vraiment le prendre à bras le corps et dire ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je me dis, il y a peut-être des personnes qui écoutent, qui se disent, ouais, enfin bon, elle a une opportunité, moi, j'en suis pas là. Mais j'ai envie de dire, ok, du coup, prenez vraiment ce temps pour vous poser des questions,
enfin, ce dont on a parlé là, de quoi est-ce que vous pouvez parler pendant des heures, dont vous êtes vraiment animé, qu'est-ce que vous aimez faire vraiment au quotidien. Il y a une question, je sais pas si j'ai déjà partagé dans ce podcast, mais moi que j'aime poser quand je fais passer des entretiens, c'est demain ta carte blanche, c'est quoi ta journée idéale? Pas mal. Et en fait, je trouve que c'est hyper révélateur, de ce qu'aime vraiment la personne et si du coup elle est vraiment faite pour le poste pour lequel elle passe l'entretien, parce que parfois on passe des entretiens juste parce qu'on cherche un taf, mais en fait c'est pas vraiment ce qu'on veut faire, et je pense qu'à ce moment-là c'est ni bénéfique pour la personne qui postule et pour la personne qui emploie, donc voilà, faites ce petit exercice si jamais vous l'avez pas encore fait, je trouve que c'est assez révélateur. Et en effet, c'est ce qui t'a emmené là. Donc, pour parler un peu de Seasonly, parce que je trouve ça super drôle, on peut quand même raconter comment t'es arrivée chez Seasonly. Parce que pour la petite histoire, moi, je connais la fondatrice depuis quelques années et j'avais aidé un peu au lancement de Seasonly avant même que j'ai créé je ne sais quoi. Donc, voilà, ça fait très longtemps depuis les débuts que j'utilise Seasonly et que j'adore et que j'en parle. Et toi, t'es arrivée l'année dernière, c'est ça? Exactement. Dis-nous comment t'es arrivée, dis, balance la sauce. Une histoire vraiment assez drôle. En fait, mon copain, qui est aussi entrepreneur, avait un side project l'année dernière où en fait il était un peu chasseur de tête. Et il se trouve qu'il connaissait Fanny. Donc Fanny Péchioda, qui est fondatrice de la marque. Et en fait, Fanny lui dit, écoute, je cherche un profil passionné de skincare, qui aime bien les mots, les images, qui a envie, qui est à fond, qui a un côté entrepreneur, etc. Et en fait, il était hyper gêné. Parce que quand elle lui a décrit le profil, il s'est dit c'est ma copine. Et donc en fait, au début, il était hyper gêné. Il savait pas trop comment faire parce qu'il se disait, ça fait vraiment le gros lourd qui essaye de placer sa copine à tout prix. Et puis du coup, il a quand même tenté le truc. Et donc il dit à Fanny, écoute, j'ai le profil dont tu parles. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment quelqu'un en tête. Bon, par contre, c'est ma copine. Et donc, au final, il m'a booké un entretien avec Fanny. En plus, moi, ce qui était assez drôle, c'est que j'étais limite pas au courant. Enfin, il m'a dit qu'il allait en parler à Fanny. Moi, j'étais hyper contente. Je connaissais Seasonly depuis effectivement déjà un moment. Et j'avais même tenté l'expérience au studio et j'adorais la marque, quoi. Et je rentre un soir. Il me dit, t'as un entretien la semaine prochaine. Je me suis dit, ah, d'accord. ouais, ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Et puis après, on a eu l'entretien avec Fanny, ça s'est hyper bien passé. Moi, j'ai vraiment adoré sa vision de la beauté. Et même au-delà de ça, c'est du monde de l'expérience globale. Parce que Fanny a aussi un projet un peu plus gros qui s'appelle Living. Et c'est vraiment de chambouler et de révolutionner notre rapport à l'expérience. Parce que aujourd'hui, en fait, avec notamment aussi tout ce qui s'est passé par rapport au Covid, etc., en fait, demain, les gens ne se déplaceront plus juste pour acheter des choses ou juste pour regarder. Les gens vont se déplacer pour des expériences. Et en fait, et ça, c'est un côté de chez Seasonly que j'adore et que je trouve vraiment différenciant. C'est ce côté care et ce côté expérience que tu as dans les skin studios et qui crée la balance. Et ces skin studios, c'est vraiment des bulles, des cocons en plein milieu de la jungle urbaine. Et ça rejoint vraiment ce que je disais tout à l'heure sur le côté que la beauté et le skincare, pour moi, c'est vraiment un moment que tu t'offres à toi et qui te sort de cette agitation permanente parce que on est quand même, en tout cas à Paris, c'est grande ville, c'est un rythme, c'est quelque chose, et encore dans plein d'autres villes et plein d'autres pays, c'est exactement pareil. Mais il y a ce côté de se dire, ok, ça, c'est un temps pour moi, c'est un temps où je déconnecte et chacun, j'ai envie de te dire, fait ce qu'il veut. Je vais pas forcer tout le monde à faire sa routine skincare, mais ça, c'est un truc hyper important. Et voilà un peu comment l'histoire et comment tout ça est né. Et ça a été quand même aussi un peu un coup de foudre professionnel, quoi. Donc voilà. Est-ce que dès le début, tu as eu... Alors déjà avant de poser la question que j'ai en tête, c'est toi à ce moment-là t'étais chez Dior, c'est ça? Parce que tu disais que t'avais eu 2-3 expériences dans des grands groupes. Donc déjà comment se sont passées tes expériences dans les grands groupes? Pourquoi tu y es allée? Et qu'est-ce qui t'a fait quitter? Alors je sais que c'est beaucoup de questions, mais parce que je pense aussi que pas mal de personnes se reconnaîtront là-dedans, dans le côté on a tendance à aller vers les grands groupes parce que c'est la sécurité, parce que ça fait bien sur un CV.
voilà, même si moi j'y suis jamais allée, de ce que j'entends vraiment, j'ai l'impression qu'au final, je vois pas l'intérêt dans un grand groupe si c'est pour être non épanoui. Et je connais peu de personnes qui le sont, peut-être que certains le sont et c'est génial, mais voilà, c'est rare. Enfin, plus rarement le cas, je trouve que dans des petites structures qui sont souvent plus à l'écoute et où il y a plus de care aussi du bien-être des employés. Donc comment ça s'est passé ? Ça se trouve ça a été génial, hein, mais juste voilà, qu'est-ce qui a fait que au final t'es partie chez Seasonly ? Parce que peut-être que c'est moins bien payé, peut-être qu'il y a moins la sécurité. Mais pourtant, t'y es allée. Écoute, grand groupe, ouais, forcément, c'est sûr que ça fait... c'est vrai que souvent, comme tu dis, il y a ce côté où les gens pensent qu'il faut absolument avoir un peu des grands noms sur leur CV. Je l'ai pas fait pour ça, vraiment. Je savais que je voulais aller dans les cosmétiques. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il commençait déjà à y avoir la naissance de quelques marques, quelques DNVB, donc ça commençait déjà. Mais c'est vrai que c'était moins... moi, je me rappelle que quand je suis rentrée à l'EM, c'était 2017, j'entendais tout juste parler notamment de Seasonly avec son diagnostic de peau, etc. C'est un truc qui était vraiment... qui pour l'époque était hyper innovant. Et en fait, c'est vrai que toutes ces marques qui se sont construites au fur et à mesure, à ce moment-là, je pense que c'était vraiment, ça commençait l'avènement côté DNVB, tout ce mouvement de clean beauty. Encore, ça remonte, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça commençait vraiment à émerger en France. Et après, franchement, en grand groupe, j'ai eu que des super expériences avec des équipes vraiment top. J'ai énormément appris. Je pense que c'est quand même... ça reste très formateur. Au final, parfois, on a aussi peur que dans des grands groupes, on soit un peu... relégué au second plan et qu'on fasse pas des vraies missions. Pour le coup, j'ai toujours eu la sensation quand même de travailler sur des vrais projets et vraiment d'avancer sur des choses concrètes, voilà. Après, la seule chose pour moi quand même la différence, c'est que quand tu es dans une plus petite structure, tu vois ton impact, ce que tu n'auras jamais dans un grand groupe ou alors à une moindre échelle, mais c'est vrai que c'est un peu une machine qui est en route et puis chacun à sa place, un peu comme une grande mécanique. Exactement, c'est que tout est bien ficelé, il n'y a rien qui dépasse. En fait, pour moi, Seasonly, en fait, ça représente l'agilité, le côté... en fait, quelque part, tout est possible. Et t'es pas dans le côté grand groupe où t'as un plan à 2-3 ans. En fait, tu peux bousculer tout ce que tu veux. Et moi, il y a ce côté entrepreneuriat qui me tient vraiment à cœur. C'est que le matin, je me lève et je me dis... qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Qu'est-ce qu'on peut créer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui moi, me donnerait envie sur le skincare, sur le soin, sur les produits ? Et il y a un côté vraiment où tout est possible et tu te mets vraiment zéro barrière. Et ce que je trouve aussi hyper enrichissant, c'est de se dire on peut c'est de toucher à tout aussi. Parce qu'en fait, il y a aussi c'est là où tu te rends compte de ce que font les autres autour de toi. Et c'est là aussi où tu t'enrichis du parcours des autres. Parce que je pense que parfois dans un grand groupe, comme on travaille vraiment en silo, il y a l'équipe marketing, il y a l'équipe grand compte, il y a l'équipe logistique, t'as l'équipe financière, etc. En fait, tu dépasses pas ce stade-là, alors que c'est vrai que chez Seasonly, par exemple, j'ai été sur des shootings, ça va de faire une newsletter à faire un shoot, à réfléchir à un développement produit, à réfléchir à toute sa stratégie de lancement derrière, etc. Et en fait, c'est là où t'as vraiment le côté vachement entrepreneur, quoi. Tu prends le projet, tu vas à fond et t'as vraiment, tu te dis, c'est pas carte blanche, bien évidemment, parce que voilà, mais quand même, il y a un côté où tu peux te lever le matin et te dire, ok, j'ai cette idée, on va le faire. Et c'est même pas j'ai cette idée, tu peux en avoir 100 dans la journée, et il y en a peut-être qu'une qui va rester,
mais c'est peut-être celle-là qui va tout changer. Et tu vois vraiment ton impact au quotidien. Et ça, je pense que c'est assez déterminant. Après, je pense que ça dépend aussi des caractères. Hein, évidemment, c'est très personnel. Mais en fait, tu peux prendre la place et tu peux t'emparer du truc. Et ça, je pense que c'est un élément hyper important qui fait que je me lève tous les matins avec l'envie de faire mieux, quoi. De me dire... let's go, quoi. C'est marrant parce que c'est vrai que tu soulèves un point dont on n'a pas encore parlé, je pense, jusqu'à présent sur InPower, qui est un peu le côté... on a un peu... Je vois un peu ça comme deux choix de métier, même de vie. C'est soit faire un peu de tout et donc un peu étendre sa zone de confort, un peu être un couteau suisse et, comme tu dis, faire aussi bien de l'écrit que de la strat, que du marketing. Ou de l'autre côté, devenir un peu expert. Où tu vois, si t'étais resté peut-être dans le cadre plutôt des grands groupes, t'aurais peut-être évolué toujours, je sais pas, dans le marketing, en passant de, je vais pas dire parce que du coup je connais pas les termes, mais de chef de produit à, je sais pas, manager, machin, truc, responsable marketing. Et je pense en effet que là aussi, c'est vraiment deux personnalités qu'il faut savoir. Il faut bien savoir se connaître. Parce que parfois, on aspire à une carrière... qui du coup sera toujours dans un même domaine, alors qu'en fait on est plus touche à tout, ou au contraire on va se sentir hyper attiré par l'entrepreneuriat parce que c'est à la mode entre guillemets, ou parce qu'on voit des personnes autour de nous le faire, mais en fait touche à tout c'est pas pour nous parce qu'on peut pas tout faire bien et qu'au contraire on préfère se concentrer sur un domaine et s'améliorer et progresser et devenir expert. Et moi, je suis devenue un peu, sans le vouloir, touche à tout. Je me demande, mais bon, je pense vraiment que j'ai pas vocation à être experte. Enfin, dans le sens où je m'ennuie vraiment vite, je me lasse trop vite pour ne faire que d'un seul. Chose, mais j'admire vachement les personnes qui maîtrisent un domaine, c'est leur truc. Et comme tu dis, ils peuvent en parler tout le temps. Et puis c'est genre, c'est ça leur truc, quoi. Je pense que quelque part aussi il y a le fait d'être très honnête avec soi-même, parce qu'en fait je pense que quand tu entreprends et quand tu lances un projet et que t'es animé par ça, parfois il faut être hyper honnête avec soi-même et se dire que ce que tu n'es là où tu sens que potentiellement ça pêche, parce que ça arrive, hein, comme tu dis, en fait, tu peux être intéressé par plein de choses et plein de secteurs, tu peux être hyper curieux et vouloir être touche à tout. Et parfois, je pense que c'est important d'avoir des gens autour de toi qui sont plus experts que toi. Et je pense que là, c'est vraiment important de s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi sur ces sujets-là. Et c'est vraiment ce qu'on fait, enfin en tout cas c'est vraiment dans nos valeurs chez Seasonly, c'est de se dire qu'on s'entoure des meilleurs. On s'entoure des meilleurs labos, on s'entoure des meilleurs prestataires, on s'entoure de meilleurs consultants par exemple. Enfin, en fait l'idée c'est de se dire que on n'est jamais totalement expert et je pense que c'est un peu c'est plus t'en sais et moins t'en sais quelque part, parce qu'en fait t'avances et je pense que ces deux profils doivent coexister parce que y a des gens qui vont se dire un peu comme toi, vas-y je me lance à fond, même si potentiellement j'y connais rien mais j'ai envie. Je ne sais rien faire mais on va le faire quand même. Non mais je me dis, tu vois, demain je sais pas, il y a des profils qui vont se dire je peux démarrer un truc d'un coup et sans vraiment savoir, mais ça va pas leur faire peur. Il va y avoir un truc de j'ai vraiment soif d'apprendre, j'ai envie de me nourrir, j'ai envie de trouver des choses. Et de l'autre côté il y a peut-être des gens que ça va vraiment extrêmement rassuré de se dire je vais me concentrer là-dessus, ça va vraiment être mon fer de lance et je vais foncer que là-dessus. Et je pense que les deux doivent coexister parce qu'en fait les deux vont s'apporter quelque chose. Peut-être que le profil un peu touche à tout amènera un petit peu plus de flexibilité, d'agilité à celui qui est plus dans son truc hyper expert, et en même temps l'autre aura des connaissances beaucoup plus poussées. Donc je pense que voilà. Non mais t'as totalement raison. Tu me fais dire que pour le coup avec Oriane avec qui je travaille qui est aussi touche à tout, je pense que heureusement que c'est vrai que dans la team notamment sur le stylisme et le modélisme on a vraiment des expertes
Et c'est souvent ce que je dis à Oriane, c'est vrai que nous, on est un peu les têtes brûlées, genre tout est possible. Et puis elles sont un peu genre non, c'est pas possible ça, dans la lingerie. Il y a quand même des carcans, mais c'est vrai qu'on gagnerait encore plus à s'entourer d'experts. Enfin, bon, après, c'est vraiment ma nature, quoi, de toujours voir les solutions et de se dire que là où il y a des barrières, on les défonce. Mais je pense que, comme tu le dis, que les personnes expertes ont un œil, un regard, une personnalité qui ne peut que nourrir les personnes qui sont plus fonceuses. Donc toi, d'après ce que tu me dis, t'es plus le côté aussi un petit peu fonceur et let's go, on peut tout faire. Et c'était la question que je voulais te poser avant que je souhaite parler de ton parcours et de tes différentes expériences, c'est est-ce que tu as tout de suite eu autant de responsabilités chez Seasonly ? Parce que là, tu vois, même moi, j'ai dit pour le titre de l'épisode, bon, on va t'appeler brand manager, mais parce qu'au final, tu es un peu touche à tout chez Seasonly, un peu, je sais pas, responsable du développement. Est-ce que quand t'es arrivée avec Fanny, elle t'a tout de suite fait confiance et ça y est, t'étais partie, ou est-ce que t'as dû faire tes preuves ? Et c'est un peu une question aussi pour aider les personnes qui peut-être souhaitent évoluer au sein d'une marque. Et tu vois, tu montres bien qu'au final, tu peux être jeune et tu peux déjà avoir beaucoup de responsabilités. Quand je pense, tu montres que t'en veux et que voilà, t'es capable, t'es à la hauteur. Je pense que, écoute, je suis arrivée au début chez Seasonly pour quelque part un peu un poste édito. Et du coup, c'est pas du tout où je suis en ce moment. Enfin, ça fait partie, mais c'est pas exactement ce que je fais. Je pense que, en fait, dès le départ, moi, j'ai deep dive dans la marque. J'ai accroché au projet, j'ai accroché vraiment à la vision de Fanny, qui vraiment veut révolutionner tous ces codes du monde de la beauté, du monde de l'expérience. C'est de se dire que on a envie de real life, quoi. On a envie d'un truc no bullshit, parce que je pense que c'est hyper important. C'est pas pour rien aussi que voilà, on a notre communauté de Seasonly Sisters, le côté no filtre, on retouche pas nos photos, on est transparent sur nos listing keys, sur la formulation de nos produits. Il y a ce côté vraiment voilà real life. Et de l'autre côté de ce projet, il y a le côté expérience et le fait que tu casses les standards du spa traditionnel où faut que tu bookes 10 ans à l'avance, t'as réservé ta journée depuis 1 an et tu vas passer toute ton après-midi en peignoir, etc. Non, l'idée c'est de se dire qu'en fait t'as le droit de te faire du bien quand tu veux. Et quand t'en as besoin, ça peut être entre 2 meetings, ça peut être juste une demi-heure parfois. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de, entre guillemets, de plaisir personnel. Ça peut être écouter un podcast pendant 30 minutes, ça peut être lire un petit bouquin pendant 30 minutes. Manger, mais carrément manger. Mais vraiment, ce côté de se dire que tu peux te faire, tu as le droit et tu peux le faire dès que t'en ressens l'envie. Et surtout, faut pas que ce soit un truc... prévu là depuis 1 an, t'as fait tout ton emploi du temps parce qu'en fait les choses ne se passent jamais comme prévu, donc dans tous les cas voilà. Et je pense que ça a été ce partage de vision et ce fait que vraiment je me reconnaissais énormément dans le projet et dans cette vision, je pense que ça a vraiment fait une super alchimie. Et donc au fur et à mesure moi j'ai eu envie de m'emparer des trucs, quoi. J'ai envie de me dire Seasonly aujourd'hui, je le vois aussi un peu comme mon projet. Je m'investis à fond dedans parce que j'adore ce que ça véhicule et j'adore le skincare et j'adore la marque. Donc il y a ce truc qui fait l'osmose parfaite, si je puis dire. Et je pense qu'il y a vraiment une confiance mutuelle par rapport à ça. Et que on m'a laissé la place que je voulais prendre, en tout cas que je prenais au fur et à mesure. Et ça, je pense que c'est un élément vraiment déterminant. Je pense qu'il faut se dire que quand on a envie de s'investir à fond, il faut le faire et il faut pas se mettre de barrières. Il faut pas se dire non, je suis trop jeune, j'ai pas l'expertise, je connais pas, je sais pas trop. Parce qu'en fait, oui, il y aura toujours des moments de doute, il y aura toujours des moments où tu te dis je sais pas si j'ai bien fait. Il y aura toujours des moments où tu te remettras en question. Mais in fine, je pense que c'est vraiment de te dire je vais prendre la place que
qui est là peut-être pour moi. Et c'est aussi créer tes opportunités quelque part. Et puis être, voilà, comme je disais tout à l'heure, être super transparent et super honnête avec soi-même et se dire ok, là j'adore faire ça, je le fais bien, ça se passe bien. Parce que voilà, sans que tout le monde doive se jeter des fleurs, tu sens quand quelque chose ça fit ou ça fit pas, ça se sent. Donc je pense que c'est aussi vraiment beaucoup s'écouter. Et donc voilà, au fur et à mesure, ça a vachement évolué. Moi, j'avais toujours beaucoup parlé à Fanny de ma passion pour le skincare et le fait que j'adore, même, tu vois, je décrypte les listings key, j'adore me renseigner sur les ingrédients, j'adore regarder tout ce qui se fait sur le marché, les nouvelles galéniques qui apparaissent. Ça y est, là, on a perdu plein de gens. Galénique, c'est par exemple la texture en fait, du produit, donc que ce soit une crème, une lotion, etc. Donc... désolée, c'est mon jargon produit. Mais voilà. Et puis au fur et à mesure, il y a un peu forcément des évidences. Moi, j'adore, comme je disais, les produits. J'en teste énormément. J'ai au fur et à mesure développé quand même une bonne vision et j'ai quand même beaucoup d'expertise au final. D'expertise, voilà, exactement. J'ai beaucoup de choses en tête et donc notamment sur le développement produit, c'est dans la continuité en fait finalement de ce que j'ai toujours aimé faire. Et après c'est vrai qu'il y a la partie aussi brand, mais ça c'est une partie vraiment sur qu'est-ce que tu as envie de véhiculer avec l'image. Et c'est là où je reviens au fait de se dire on a envie d'être transparent, on a envie d'être vraiment no bullshit et de se dire que nos consommateurs ils sont très intelligents et qu'ils en savent parfois beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, et c'est tant mieux. Je trouve que c'est vraiment hyper important aujourd'hui que les gens soient beaucoup plus au courant de ce qu'ils mettent sur leur peau, des produits qu'ils utilisent, de toutes les choses auxquelles ils sont exposés chaque jour. Et ça, je trouve ça ouf, que ça ait pu émerger. Mais tout comme les problématiques que toi aussi tu soulèves de manière personnelle sur la femme, sa place dans la société, plein de sujets, je pense, qui sont... c'est vraiment cool que tout le monde reprenne un peu le pouvoir là-dessus. Le pouvoir de sa vie, c'est le thème du podcast. Non mais c'est ce que tu disais par rapport à la place que tu as prise, ça m'a vraiment fait penser à ce que m'avait dit une amie qui est pour le coup elle aussi dans une grosse agence et qui a une belle évolution. En fait elle me disait c'est vrai que j'ai toujours fait en sorte de faire le taf du poste que je voulais. Donc c'est-à-dire limite à partir du moment où elle était promue, elle faisait déjà le taf de la place d'au-dessus, tu vois. Et en fait, ça paye. N'attendez pas qu'on vous donne les missions. Faites-les. Et je le vois aussi très bien dans notre team. Tu vois, il y a vraiment les personnes qui vont aller the extra mile et qui vont faire des choses que tu n'as même pas demandé. Et celles pour qui c'est plus compliqué aussi de juste faire ce qui est demandé. Mais après, c'est aussi une question de confiance en soi, d'expérience. Je pense que ça vient aussi avec le temps. Mais ne pas hésiter, si vous avez l'envie, si vous savez où vous voulez aller, à prendre la place, la prochaine que vous visez, parce que c'est comme ça qu'on l'obtient. Et en fait, faut pas être dans la passivité, c'est tout. C'est parfois on se dit putain mais je vais aller trop loin, mais j'ai peu d'exemples où ça n'a pas payé, parce qu'au final ce que veulent les managers, c'est des personnes qui ont l'envie, qui ont la niaque, qui sont prêtes à faire encore plus que ce qui est demandé, et en tout cas à se donner à fond Ouais, carrément. Franchement, pour le coup, je pense que c'est le point le plus important, c'est de se dire de pas du tout être passif, de dire je vais me lancer là-dedans et je vais faire un peu plus, ou en tout cas pas forcément plus, mais c'est pas une question de quantité, c'est plus une question d'attitude, complètement. Mais après, d'état d'esprit et d'attitude, comme tu dis, je pense que ça vient peut-être aussi avec le temps, avec les expériences. C'est normal parfois quand on est plus jeune de se dire je vais attendre que mon manager me dise un peu ma to-do, ce que j'ai à faire, etc. Et je pense... Mais après, je me dis quelque part, quand tu as trouvé ta voie, en tout cas que tu te sens bien là où tu es, je pense que c'est aussi quelque chose qui vient de manière plus naturelle. T'as envie de le faire parce que c'est juste que c'est limite même plus toi, c'est limite ton corps qui se dit faut que j'y aille. Donc je pense que ça, à un moment, ça te dépasse un peu, et une fois que tu as trouvé ça, c'est quand même un cercle vertueux où tu te dis tu es tout le temps en train de te dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir créer. Bon, après là je parle
plutôt du côté un peu entrepreneur parce que c'est un peu ce que je vis au quotidien. Mais après, ça dépend bien évidemment des secteurs et des métiers. Mais voilà, je pense qu'une fois que tu te lèves le matin et t'es à fond et t'es ready et que tu sais où tu vas sans qu'on ait enfin on peut t'aiguiller mais sans que tu sois vraiment accompagné, porté, c'est que c'est bon quoi. Comme un enfant qui apprend à marcher tout seul au final. C'est très belle métaphore et honnêtement c'est aussi pour ça c'est vrai qu'on l'a même pas dit au début du podcast mais que on a lancé cette crème Bonne Mine ensemble. Carrément. C'est que ça faisait longtemps qu'on s'en parlait avec Fanny, qu'on a quand même 2 univers qui se nourrissent beaucoup et que dans nos projets respectifs on est sur au final la même démarche de transparence de ce que tu dis est tellement vrai. Les consommateurs, les consommatrices sont intelligentes, enfin juste ils méritent de savoir et c'est hyper vertueux je pense de vouloir créer des produits qui font ce qu'on dit, tu vois, qu'on n'est pas dans une communication qui parfois est vraiment, enfin tu vois, je vois notamment dans le parfum que c'est absurde quoi. On essaie de te vendre un rêve mais sans fond, enfin tu vois, limite les parfums c'est peut-être un secteur qui n'a pas encore été disrupté en fait voilà ce que fait notre parfum, voilà ce que ça contient et voilà pourquoi peut-être il vous plaira et vous satisfera, mais je digresse. En tout cas c'est un chemin qui est en train d'être fait dans la clean beauty et dans la mode et pour avoir du coup un peu découvert quand même ce côté création de formulation, c'est fou parce que je trouve que quand on est dans son secteur, enfin en tout cas moi personnellement j'ai tendance à toujours voir ce qui est compliqué, les obstacles et donc tu vois vraiment à un moment avec je ne sais quoi je me suis dit mais putain pourquoi est-ce que je me suis lancée dans le secteur le plus difficile, vraiment le textile c'est tellement dur de faire des vêtements les problématiques des matières et des matières éthiques et de la fabrication et t'as 10 000 intermédiaires et voilà et au final je vois que dans les cosmétiques c'est pas du tout non plus tout rose non plus, enfin tu vois pour la crème Bonne Mine on a eu genre 20 allers-retours c'était avant d'avoir la formulation qu'on voulait parce que entre eux il faut que ce soit un couvrant mais pas trop parce qu'on veut que ça sublime la peau de la personne, on veut que ce soit qu'il y ait un côté glowy mais sans que tu brilles. Exactement. Un peu bronzant mais que ça y a toutes les carnations, enfin parfois vous êtes pas un peu dépassé parce que vous avez quand même en plus vous des timelines à respecter quoi. En fait, après aussi, tu vois, c'est aussi une question d'exigence. Je pense c'est aussi une question où tu te dis, là, par exemple, typiquement le brief de la crème Bonne Mine, c'est vrai qu'on s'était, tu vois, on en avait parlé. Et on voulait pas faire de concession sur une seule chose. On veut cette formulation. Et je pense que, en fait, ton consommateur, il est aussi prêt à l'entendre. Je pense que n'importe qui préférera que tu sois honnête et transparent et peut-être potentiellement tu prends du retard. Voilà, potentiellement. Mais à la fin, c'est la bonne formule avec les bons actifs. Ça respecte, comme tu l'as découvert un peu aussi, notre No List, qui est quand même un cahier des charges hyper exigeant. On se rend pas compte, je fais juste un petit aparté, parce que c'est comme dans la mode, au final, on voit le produit final et on se demande pourquoi c'est pas une matière éthique à la place, mais c'est parce que les matières éthiques ne réagissent pas pareil, même à la fabrication, au porté, et c'est vrai que le nombre d'ingrédients qu'on a exclus de la formulation de la crème Bonne Mine, parce que c'est ni bon pour la peau, ni pour la planète. Et en fait, il y a tellement d'actifs synthétiques qui sont waouh que c'est difficile même après aux consommateurs, consommatrices de leur dire en fait notre produit est en soi tout aussi bien mais sans toutes les merdes derrière qui sont hyper faciles mais qui sont toxiques quoi. En fait, c'est pour ça aussi que nous, dans notre démarche, alors il y a aussi un truc à savoir quand même, c'est que en Europe, on est quand même hyper bien réglementé. Franchement, c'est la réglementation la plus dure au monde. Et donc voilà. Mais après, on a fait le choix effectivement aussi d'avoir cette No List en excluant tout ce qui est perturbateur endocrinien, parabènes, tout ce qui est aussi SLS, conservateurs, enfin certains conservateurs. Voilà, c'est très long. Voilà, il y a un cahier on mettra dans tous les cas très précis. Le site dans la barre de description pour celles et ceux qui veulent aller voir. Encore une fois, c'est comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. En fait, c'est aussi le fait de dire qu'aujourd'hui, on est exposé à un tel nombre de produits. Ça va du produit ménager à ta crème jusqu'à l'air que tu respires dehors. Et qu'en fait, on n'a
pas forcément les mesures sur ce cocktail un peu concentré. Donc là où on peut agir, c'est de se dire, dans ma crème, moi j'ai pas envie qu'il y ait ça. Et aussi, c'est de se dire qu'on garde en fait quelque part aussi que le meilleur. Parce que tu vas choisir tes actifs de manière hyper méticuleuse. Tu fais encore plus attention au cœur de ta formule. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. C'est pas ce qu'on a enlevé, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour la crème Bonne Mine, en fait, ça a été un brief assez complexe finalement parce que je sais pas si tout le monde peut s'en rendre compte, mais un produit qui est à la fois par exemple flouteur de pores, enfin en tout cas qui lisse un peu la peau et qui va être un peu pigmenté, c'est compliqué à faire, pigmenté, et attention, il y a aussi le côté un peu nacre, mais sans qu'il y en ait trop effectivement pour pas que t'aies l'impression d'être une boule à facettes, ouais, clairement. Ça, par exemple, on s'en est parlé, mais typiquement, on a utilisé de la niacinamide, c'est un dérivé de la vitamine B3. C'est un actif qui permet de lisser les pores, qui est vraiment un actif hyper complet pour le coup. Il est anti-inflammatoire, il est anti-rougeur, etc. C'est vraiment un actif top. Il va forcément, c'est un actif qui va forcément avoir une action un peu plus long terme. Tu l'as quand même, tu vois effectivement le côté lisseur. Mais si on avait voulu faire simple, on aurait pu utiliser des silicones et donc t'aurais eu l'effet instantané. Et pour le coup, là, la niacinamide, l'avantage, c'est que t'as quand même le côté sur l'application instantanée, mais ça a vraiment un effet long terme sur la qualité de ta peau. Et puis après, quand même, le cœur de notre formule, c'est l'abricot. Et ça, je pense que ça parlera à tout le monde. Il y a un côté limite Madeleine de Proust, quoi, dans cet abricot qui est hyper... c'est pas pour rien qu'on dit un peu le teint de pêche, le côté un peu abricoté. Et ça, je pense que c'est un peu... c'est montrer comment on peut concilier le côté vraiment actif naturel avec des actifs plus techniques qui sont maintenant quand même de plus en plus connus. Tu as la niacinamide, on a aussi de la silice, tu as les pigments. Et nous, pour le coup, on ne prend pas de pigments d'origine animale. Donc, il a fallu aussi trouver un pigment d'origine végétale. Et de se dire, on crée cette formule et on ne fera pas de concessions sur, comme tu disais, faut qu'elle s'adapte aussi à toutes les carnations de peau, faut qu'elle s'adapte au fait parce que au fait d'être un petit peu bronzé déjà et d'avoir potentiellement le teint déjà allé. Donc il y a le côté aussi où t'as envie de ta peau naturelle. Surtout l'été, quoi. Ouais, surtout l'été, où t'as envie d'un truc fluide, qui fond sur la peau, qui se met hyper facilement, sans make-up, parce que parfois, à la plage, moi, c'est vraiment ce que je recherche. Surtout que il suffit que t'aies aussi ta crème solaire juste derrière. Forcément... t'as pas envie d'avoir plein de couches sur la peau si t'es à la plage ou même que t'es à la montagne et que voilà et ça, je pense que on a tenu bon. Je suis assez fière, franchement. Quand j'ai reçu la version, la dernière formulation, on savait pas que c'était la dernière. Parce que moi, franchement, si elle ne m'avait pas satisfait, j'aurais demandé encore une autre. Mais quand j'ai reçu la dernière et que je l'ai essayée, je me suis dit, ok, là c'est bon. Franchement, même la couleur est trop belle. On va pas trop de toute façon vous en dire, ne serait-ce que pour vous laisser un peu le goût de la découverte, mais elle est vraiment canon et on l'a fait avec des petits pochons, je ne sais quoi, brandés je ne sais quoi, qui sont trop mimes, avec 5 cotons démaquillants réutilisables à l'intérieur, dans cette démarche, de ce qu'on fait avec je ne sais quoi et Seasonly, qui est de consommer différemment. Et moi vraiment, les cotons démaquillants réutilisables, ça a changé ma vie. Je veux dire, j'ai presque honte, mais je n'émets de jugement ni envers moi-même ni envers les autres, mais quand je repense à tous les cotons à usage unique que j'ai utilisés, peut-être c'était 2 le matin et 4 le soir, 2 pour les yeux, 2 pour le visage, tu vois. Donc bref, ça a vraiment changé ma vie et je trouve ça cool de montrer même que 2 univers peuvent se mélanger, et dans cette volonté toujours un peu de bousculer les codes, je ne sais quoi, X Seasonly, le Glow Up Kit, on n'a même pas dit le nom, le Glow Up Kit après le Glow Up Tour pour celles qui sont suivies, vu qu'on était dans 4 villes de France là au mois de juin. On a voulu prolonger l'expérience pour déjà celles
Et il y avait quelques mecs aussi qui sont venus nous voir et qui ont pu essayer la crème Momine en exclusivité sur les soins Seasonly, mais même pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir, pour qu'ils puissent en profiter aussi. Donc, je mettrai tout ça dans tous les cas dans la barre de description si jamais vous voulez le découvrir, ce petit glow-up kit. Et je vais te poser 2 dernières questions, Laetitia. Déjà, j'aime bien poser la question, est-ce qu'il y a une ressource, que ce soit un livre, un film, un documentaire, je sais pas, qui t'a marqué et que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent? Alors... T'as le droit de prendre le temps de la réflexion. Bonne question. Je dirais instinctivement, il y a un livre qui me vient en tête. C'est un peu un reliquat de mon parcours littéraire, mais qui m'a énormément marqué à cette époque et qui m'a toujours un peu suivi. C'est Un balcon en forêt de Julien Gracq. Et en fait, je le trouve d'autant plus intéressant qu'en fait, à cette époque-là, il m'a marqué parce que c'est une écriture extrêmement imagée. Qui... En fait, c'est un peu que j'avais l'impression de lire un film. Enfin, parce qu'en fait, c'est tellement imagé, c'est tellement décrit, c'est tellement détaillé que j'avais tout le temps l'impression d'être complètement déconnectée, même à ce que ça en devienne un petit peu déstabilisant. Et en fait, je dirais que avec ce qu'on a vécu, notamment cette année, et avec le Covid, le fait d'avoir quand même une espèce de pause sur sa vie, sur tout ce qu'on avait l'habitude de faire, sur les voyages, sur le fait de voir les gens qu'on aime, de faire les choses qu'on aime. Je pense que c'est le type de livre qui peut être un bon échappatoire et qui, moi, m'avait vraiment profondément marqué quand j'étais en prépa et que je l'avais découvert. Et c'est même un auteur que j'invite à découvrir. Exactement. Super, je mettrai ça dans les notes du podcast. Et je vais te poser la dernière question, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? J'ai envie de te dire, c'est un peu ce dont on a parlé tout à l'heure, mais je pense que en fait, c'est de voir l'échec comme une opportunité. Pour moi, ça a été vraiment le truc un peu déterminant, et à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit que à chaque fois que je tomberais ou qu'il se passerait quoi que ce soit, qu'une porte se ferme, c'est que potentiellement il y a une petite raison derrière et que ça permet d'avoir un peu cette lumière, et surtout c'est de se dire je vais prendre le pouvoir là de ma vie, parce que déjà de 1, personne ne le fera pour moi, et de 2, même si quelque chose s'est fermé, moi je vais aller ouvrir une autre porte. Et je pense que c'est comme ça que tu prends le pouvoir de ta vie, parce que sinon forcément quelque part tu subis, donc, et tu n'es pas épanoui. Donc je pense que voilà, c'est d'aller prendre et d'aller ouvrir cette porte qui t'attend. Super, merci beaucoup Laetitia merci pour cette conversation hyper enrichissante. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur Seasonly, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Carrément. Eh bien, je vous inviterai à aller soit directement sur notre site seasonly.fr ou sur notre compte Instagram, donc @seasonly. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question ou envie d'échanger, on sera toujours là, et on sera ravis de pouvoir échanger avec le plus de monde possible. Super, merci beaucoup Laetitia. Merci.